C'est bon. J'ai demandé spécifiquement ce jingle, je suis extrêmement content. Alors, Rasputin, l'homme, la légende, le mythe. Je vais vous parler un peu de qui c'était, qui on pense que c'était, c'est un personnage qui est vraiment mythique, que ce soit en Russie, mais dans le monde entier, et qui a été mystifié par le cinéma, notamment le film Anastasia. Par Bonnet-M aussi. Oui, par Bonnet-M aussi. Et on les remercie. Grigori Efimovitch Rasputin, né, on présume qu'il est né le 10 janvier 1869. On n'est pas vraiment sûr. Il est né en Sibérie, d'une famille d'agriculteurs. Première légende d'agriculture, une famille d'agriculture. Il est né dans un champ. Le mec est né dans un chou, en fait. Il fait partie des... Oui. C'est pas comme ça qu'on fait les bébés. Dans un chou. Il fait partie des cucurbitacées dans sa famille. Oui, d'ailleurs, le Rasputin est une cucurbitacée. Je vais enchaîner. Il fait partie de la race des Poutines. C'est une courge québécoise. En fait, il est québécois. Putain, la vache. Donc, il est né en Sibérie. Déjà, la première légende. Le jour de sa naissance, il y aurait un météore qui traverse le ciel, annonçant la venue d'un personnage exceptionnel. Ça, c'est la première. Déjà, le gars naît, boum, un mythe. Ça a été filmé par une dashcam. Exactement. Alors, il y a des rapports de ça à cette époque de météores qui traversent. Des peintures, genre, ou juste des écrits. Des écrits, okay. Dès son enfance, on lui donne des dons de guérisseur et de voyant. Il parle aux animaux et tout. Il guérit des chevaux par le toucher, la parole, etc. Quand il est un peu plus vieux, il a des nombreux frères et sœurs qui, la plupart, meurent très jeunes, en fait. La Sibérie, c'est un peu hardcore. Surtout à cette époque-là. Quand il est un peu plus âgé, avec son frère aîné, il fait une chute dans une rivière glacée en juin. Ils attrapent tous les deux la pneumonie. Son frère en meurt. Lui survit. Donc ça augmente encore son aura mystique. Il est costaud, hein. Il est très costaud. Mais alors c'est sa mort dans le film, en fait. Il tombe dans le truc de glace. Exactement. Ça, tu vas voir que ça, il est vraiment mort aussi comme ça, en fait. Ah, okay. Et ça, c'est quand il était jeune. Donc ça augmente son mythe et lui, ça lui donne une aura religieuse et du coup, il commence à croire lui-même qu'il est un peu un envoyé de Dieu. D'accord ? C'est un peu le Jeanne d'Arc russe, quoi. Complètement. Mais tu crois pas si bien dire parce que du coup, il a la pneumonie quand même. Il commence à entendre des voix, il a des apparitions et il voit la Vierge. Vraiment, littéralement. Du coup, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire beaucoup de voyages religieux, partout un peu dans la Russie qui est orthodoxe. Notamment dans ces voyages, on suppose, et c'est pas vraiment vérifié, mais qui fait la rencontre d'une secte qui s'appelle les Clistes, qui sont des orthodoxes hardcore. On parle de flagellation, d'orgie, de flagellation, enfin vraiment des trucs chauds. Ou les Clistes. Les Clistes, pas les kystes. Mais peut-être que les Clistes sont des kystes, avec toutes ces flagellations. En 1903, il va à Saint-Pétersbourg, il prédit la naissance d'un héritier mâle pour le trône, qui n'y en avait pas encore, d'accord ? En 1904, naissance d'un petit tsarevitch, donc le fils du tsar, Alexis, qui naît hémophile. Donc l'hémophilie, c'est quand votre sang ne... coagule pas. Non, c'est quand ton sang ne coagule pas. C'est quoi la peur du sang? C'est hémophobe. Ok, c'est ça. Et l'hémophilie, ton sang ne coagule pas. Du coup, gros problème. Si tu te coupes, t'es dans la merde. Si tu fais un bleu, ça peut faire une hémorragie interne. Vraiment la merde. Pas de bol. Par ses relations, il a pas mal de relations à travers l'église notamment. Et c'est vraiment un charmeur, Rasputin. Il devient le guérisseur officiel du petit Alexis. Avec sa magie, en fait, il va faire des appositions des mains, des trucs comme ça. Et il va réussir à améliorer son état. Surtout, en fait, ce qu'il va faire, ce dont on s'est rendu compte après, véridiquement, c'est qu'il a jeté l'aspirine qu'on lui donnait, parce que l'aspirine, ça empêche ton sang encore plus de coaguler, donc ça empire l'état de l'hémophile. Donc c'est vraiment pas bon. Surtout les aspirines de l'époque, quoi. Voilà. Et qui devait être bien chargé. Il se rend complètement indispensable, il charme la tsarine, on suppose même qu'il a eu une relation avec elle, dans le dos du tsar. Il arrive même à guérir le prince à distance par des prières alors que le prince est en voyage. C'est un truc de ouf. Le mec est guérisseur Wi-Fi, quoi. Exactement. Il a de plus en plus d'influence politique, militaire, et il survit à une première tentative d'assassinat. Une femme qui essaie de le poignarder, il survit. Elle l'a poignardé, hein, donc, mais il survit à ses blessures. Après avoir fait la pneumonie, et on lui prête même tellement d'influence qu'il aurait pu presque empêcher la Première Guerre mondiale. Waouh. Toujours est-il que la Première Guerre mondiale a lieu. Et que ça commence à être la merde pour lui. Il aurait pu. En fait, il a trop d'influence et ça lui monte à la tête. Et il y a des rumeurs de débauche qui en viennent à lui, qu'il aurait un appétit sexuel absolument débordant, qu'il en viendrait à violer des nonnes et des choses comme ça. Vraiment. Ah, ça va loin. Ah, ça va très très loin. Peu avant sa mort, il fait une prophétie à la tsarine, dont il était très proche. Donc. Il lui dit « Je mourrai dans d'atroces souffrances. Après ma mort, mon corps n'aura point de repos. Puis tu perdras ta couronne. Toi et ton fils seront massacrés, ainsi que toute ta famille. Après, le déluge passera sur la Russie, elle tombera entre les mains du diable. » Tout ça, c'est vérifié. Il est assassiné en 1916. D'abord, il est empoisonné. Il se relève. Ensuite, on lui tire 3 balles dans le corps. Il se relève. Et ensuite, on lui tire une balle dans la tête et on le balance dans une rivière glacée.
Il se relève. Ah, Il se relève. Et non, il se relève pas. Cette fois-ci, il est bien mort. il fait bouillir l'eau, quoi. Il y a une autopsie. Première autopsie qui est réalisée par un médecin de la famille impériale qui montre qu'il a de l'eau dans les poumons. Et ça voudrait dire qu'en fait, il s'est noyé. Il est pas mort de la barre dans la tête. Putain. D'accord ? Mais non. Machine. Je vous jure. Là, il y a une deuxième autopsie plus tard qui dirait que c'est plutôt un mythe et qu'il est vraiment mort de la balle dans la tête et qu'il a eu de l'eau dans les poumons, on sait pas trop comment, ou que le médecin impérial a menti pour alimenter le mythe. Bah, ça Peu après sa mort, la le tsar est obligé d'abdiquer à cause de la révolution bolchevique. Ouais. Sa tombe, Rasputin, est profanée, son corps est brûlé et ses cendres éparpillées au vent, donc mon corps n'aura pas de repos. Et ils sont allés chercher son corps dans l'eau quand même. Oui. Alors non, il a été enterré après ça. Ils ont cherché son corps dans l'eau, mais il a été enterré. Donc mon corps n'aura pas de repos, c'est un truc qu'on voit dans le film aussi. Bien sûr, ouais. Parce qu'il ne peut pas avoir de repos, il ne meurt pas. Et son corps est profané, il est complètement décharné. Ensuite, la famille impériale, comme tu as dit, Charlotte, est massacrée. Et il y a une guerre civile en Russie. Et voilà. Donc il est complètement symbole de chute de l'Empire et de débauche. Il est symbole du diable, en fait, maintenant. En Russie, il y a beaucoup de choses de politiciens après qui ont blâmé tous les problèmes de la Russie sur l'esprit de Rasputin qui flottait encore au-dessus de la Russie. C'est facile, hein.